Bonsoir. Et merci. Donc, au nom de la Carline et de l'association Désir de lire, merci d'être venu pour cette soirée que nous avons imaginée, que nous vous proposons. Voilà, Désir de lire et la Carline. Merci à Johan Samuel et à Hortense Rénal d'avoir accepté cette invitation. Johan est actuellement en résidence accueilli par Désir de lire à Sigons et il a souhaité imaginer une soirée avec Hortense. Donc c'est une invitation de la part de Johan, proposer cette soirée, ces résonances entre leurs deux textes, entre leurs textes, à tous deux. Il sera question ce soir de écrire un avis, ce texte-là, de Johan, dernier paru de Johan Tamarel, et de celui-ci, Bouche-Fumier, le dernier ouvrage publié de Hortense Rénal. Ce qu'on vous propose, c'est une soirée de lecture par Johan et Hortense, de passage de quelques textes extraits de ces deux ouvrages. Avant ça, peut-être, j'aimerais vous les présenter. Et ces lectures, seront suivies d'un échange autour de ces ouvrages. Pour vous présenter, je vais commencer par Johan. À ce qu'on peut lire ici et là, Johan Tamarel est né en 1979. Il fut un temps responsable du pôle culturel de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine de Caen. Il s'extrait de cet univers pour essayer du côté de l'édition de revues et de publications revendiquées transgenres, hybrides par la forme et les contenus. Poésie, littérature expérimentale. De ces délicieuses tentatives passées, Johan garde le goût des rencontres et des expériences. Il écrit beaucoup, probablement, lit et s'intéresse à tout ce qui fait texte et se pose par l'oralité. La question du corps en mouvement et en mots. Du corps en mots, du mot en mouvement, de ce qui se trame derrière les expériences textuelles, verbales, l'obsède. Son premier livre publié s'appelle « Mon corps n'obéit plus » en 2016. Ce sont les éditions Nous qui l'hébergent. Bande parallèle rassemble 3 textes, davantage imprégnés de formes théâtrales. Il est publié au Solitaire Intempestif en 2018. On le dit désormais auteur et metteur en scène. Il donne depuis quelques années de savoureuses lectures de ses textes et agrémente son parcours atypique d'expérimentation politico-poétique de terrain, aux côtés de Sonia Chiambretto. Ils créent ensemble le groupe d'information sur les ghettos, GIG, lors d'une résidence avec les laboratoires d'Aubervilliers. Le GIG rassemble dans les lieux où ils s'implantent habitants, artistes et chercheurs et les implique dans la création de protocoles d'enquête. Le fonds documentaire du GIG est régulièrement convoqué pour créer des espaces fictionnels poétiques et frontalement politiques, interrogeant les mécanismes d'exclusion et de repli. Le questionnaire élémentaire, j'avais écrit au catalogue des éditions Nous, mais pas du tout. Non, il est publié par les laboratoires d'Aubervilliers et le GIG. Est une publication mouvante issue de ce travail. On pourrait croire l'engagement suffisant, mais le poète est plein de ressources et se situe de plus en plus au croisement de disciplines. Son idée d'explorer et de déborder des cadres établis ne semble pas connaître de limites. J'en veux pour preuve le truculent à la française, publié par la Galerie du Champ. Il sera cette fois question de jardin très ordonné, et puisque Johan Tamarel, dans sauvagement symbolique, politique, vous disais-je. On dirait que vivre et se questionner sont au cœur de son processus littéraire et artistique, qui permettent par une phrase, une interaction, de déclencher la parole. Un univers savoureux qui surprend par des associations savantes, une poésie en action dont on ne manquera pas de reparler, inattendue, succulente toujours. Johan est actuellement donc accueilli en résidence par Désir de lire à Sigons. Je recommande. Son dernier texte, Écrire un avis, vient de paraître aux éditions 02, dans la collection Fraîche Fiction. Et c'est bien de celui-ci qu'il sera question ce soir. Est-ce que tu peux en dire un mot de celui-ci? Oui, Écrire un avis, bonsoir d'abord. Merci.
merci. Ah, ça me fait trop plaisir de vous voir. Je connais pas tout le monde, mais je connais pas mal de gens. Et écrire un avis, c'est mon dernier livre, il vient de sortir, et c'est un recueil d'avis du type de ceux qu'on peut laisser sur TripAdvisor, mais vous allez l'entendre tout à l'heure, ils sont écrits à ma manière. Merci. Hortense. Hortense Raynal naît en 1993 en Aveyron. Après des études à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, elle met très vite les mains dans les arts du mouvement. Son travail est lui aussi pétri d'une exploration de la langue, de sa saturation et de la polyphonie poétique de la pensée. Un terreau bien fertile pour avancer dans une pratique poétique, performative, scénique, sonore, désireuse de s'affranchir des codes d'une poétique académique pour libérer les manières de dire et de créer. Où j'en étais. Son premier recueil, Ruralité, paraît au Carnet du dessert de lune en 2021. À retourner la terre, elle publie presque dans la foulée Nous sommes des marécages chez Maelstrom en 2023. Ces textes se font la voix d'une observation lente, organique, presque passée par le geste, malaxé du paysage, du monde rural, de sa géographie et des corps qui le peuplent. D'un recueil à l'autre, Hortense dresse comme une cartographie d'horizons poétiques vivants et entre toujours davantage dans l'intimité de la création. Elle écrit elle-même « La poésie relie et colle la personne qui l'écrit au sol et au relief du monde. Elle la place dans sa grande situation de vivante. » Hortense se revendique d'une poésie queer qui permet à l'écrivaine de se fluidifier dans le monde et de devenir, je cite, « tour à tour, tout objet, tout être, tout genre ». Où j'en étais. Elle est ce soir l'invitée de Johan Tomrell. On imagine assez aisément pourquoi, mais il sera toujours intéressant de l'entendre s'exprimer à ce sujet. Probablement parce que leurs deux pratiques de la poésie expérimentent les manières de la décloisonner par la lecture performance, par le creusement profond de la pensée, par la modernité de la langue et la scénographie du texte. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Le troisième recueil d'Hortense vient de paraître aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière et il s'appelle Bouche fumier. Et c'est bien de celui-ci qu'il sera question ce soir. Hortense, si tu veux aussi un peu quelques mots. Merci pour cette présentation, merci à toute l'équipe de la Carmen. Merci à toi, Johan, de m'inviter. Et merci à vous d'être là. Et c'est le troisième livre donc, que j'ai écrit, comme tu l'as dit. Il est sorti le 6 mars dernier, donc voilà, il a un mois. Et je pense que ça peut être considéré comme mon art poétique. Voilà. Et pareil, je t'écouterai. Ouais, On va commencer à écouter Hortense. Moi, je ne reste pas à côté. C'est un morceau de chardon là, voilà, c'est un peu mon sceptre gris-gris qui accompagne ce livre, car j'accompagne beaucoup mes livres d'un peu tous ces éléments territoriaux, comme ça s'est un peu esquissé dans ta présentation. Et donc dans Ruralité, voilà, c'est du foin, la matière en question. Dans Nous sommes des marécages, c'était plutôt du liquide et des cartes hygiènes aussi quand même. Et Bouche fumier, voilà, bon, c'est pas du fumier, voilà, vous me remercierez, j'espère, pour l'odeur, parce que sinon ça serait pas possible. Et du coup, voilà, du chardon dans ce que ça a aussi d'une connotation négative, voilà, comme le fumier là, et j'ai trouvé intéressant, j'adore, moi, et les marécages, c'est un peu pareil, j'adore, voilà, reprendre des choses de l'environnement qui sont pas trop aimées, et en fait les porter avec moi. Je vais commencer par le premier texte, je voulais vous le dire.
Ensuite, je vais voyager dans le recueil, mais voilà, je voulais vous dire que c'était vraiment le premier texte qui va être aussi le premier de la lecture. Faire poésie, c'est creuser. Pour faire poésie, il faut que tu creuses. C'est inévitable. Et tu dois le faire pour de vrai. Tu peux pas gratter la terre comme ça du bout du doigt puis t'arrêter. T'as cru quoi? La poésie, c'est salissant. En fait, non. C'est même pas salissant, c'est toi qui es salissante. C'est toi qui dois être sale et salir les autres quand ils, elles veulent pas, quand ils, elles veulent rester toutes propres, là, toucher les mots du bout du nez, du bout de la langue. Toi, tu roules des pelles à la langue. Des grosses pelles. Des grosses pellasses, oui. Pilote de la langue. T'es une pilote. Pas moins, pas plus, mais pas moins. Alors oui, ça va vite, ouais, c'est fatigant, ouais, c'est du lourd, la poésie, c'est... Où j'en étais? Ah ouais, t'as cru quoi? T'as cru quoi? Voilà, t'as cru que non avant, mais là tu viens de comprendre, t'as la mission de salir les autres, t'es une sale sale, une sauvage, t'as une bouche fumier montagne de fumier bien odorant, et ton rôle, oui, ton rôle, c'est de faire en sorte que personne se bouche le nez, et tu dois nourrir ces terres que tu dois creuser pour en connaître les entrailles, les connaître de l'intérieur, tes terres, et là, seulement, tu pourras dire que t'as fait poésie, quoi. Et encore. C'est quand tu auras tout laissé décomposer, quand tu connaîtras les vers qui y vivent, quand tu seras tellement profond que tu pourras même plus rejeter la terre hors du trou, alors tu sortiras ce que tu dois sortir et tu feras pousser ce que tu dois faire pousser. Là, seulement, tu seras bouche fumier, femme fumier, femme terre aussi, en même temps, oui, les deux. La poésie, c'est de la terre creusée, décomposée. La poésie, c'est sale, sale et fertile. Bouche fumier, langue fumier, langue tunnel, c'est obscur, tu vois rien, t'es enfoui, mais tu continues à t'enfouir. Et tu es la somme de tous les grains de terre. Pourquoi on dit grain de sable et pas grain de terre? Alors moi je le dis, oui, voilà, de la poésie bien sale et terreuse, oui, mais si, toi aussi t'étais de la grande terre qui remue. De la grande terre qui remue. La poésie, ça fait mal. Oui, voilà. Ça te mange comme des miasmes. Comme des miasmes, ça mange la chair et l'estomac, et ça se digère. Lentement, le temps qu'un mot, une phrase, un livre. Vu plutôt dans le jour, le mois, l'année fasse son œuvre. Et pendant ce temps, le ventre, il se fait défoncer. Éboulie de mots, la poésie, qui roule en boule dans le terrain accidenté de mon visage. Grosse boule, la vie. Et la vie en boule de la poétesse. Et la boule partout dans la bouche, le ventre, le sein, l'autre sein, la tête. Oui, la tête. Boule tête, femme boule, dans sa boule de vie, boule de nerfs et de désir, amour grand à donner, personne prend cœur, boule, bas si fort dans femme boule qui veut te donner des boules de mots qui déboulent sur ton corps, on joue aux boules dans le sud, moi aussi, autrement, c'est tout. Boule à facettes, plusieurs facettes de la même femme, 1000 visages, sur ce corps solide, terrestre, bien ancré sur cette terre, boule terreuse. Boule d'angoisse, angoisse boule, mais boule disco dans la culotte. Bouche, boule, la bouche est une boule qui tourne et ça tourne dedans. La poésie, ça gigote, ça dort pas. Pire qu'un bébé, la poésie, pire qu'un bébé. Poésie boule, poésie giron, tourne en rond. Reviens. Par cycle. Cycle. Vie boule de la poétesse entrecoupée de la vie des autres, qui rend plus légère, avant que d'être une lourde boule dans l'univers. Une lourde boule dans l'univers. Est-ce que tout le monde sent quand ça vibre là? Parce que le petit corps, là, le petit cœur, il vibre fort là, fort, et c'est plus possible de l'arrêter. Est-ce que c'est ça être poétesse? Sentir que ça vibre et laisser vibrer? Non, mieux, faire vibrer comme un instrument. Être poétesse, c'est être musicienne en fait, ouais. Ou alors être l'instrument même, mais poésie plus physique que la musique, moins mathématique. La poésie, ça pète, ça bouge, ça mélange. La poésie, c'est du corps dans des mots, c'est du corps en boîte, c'est du corps en livre. Tu viens de comprendre.
Ou alors tu as toujours compris. Ou bien tu étais toujours en train de comprendre que ton corps, il était déjà poétique. Petit corps poétique. T'es enfant, tu resteras enfant. Et ça fatigue. Ça ensommeille pas, non. Non, pas cette fatigue-là. C'est pas de la fatigue de sommeil de maison, de la fatigue domestique. C'est de la fatigue de vie. Ça use la membrane, celle vocale, et celle strate de la peau. Et ça se niche sous toutes les couches épidermiques. Et ça s'y range, ça s'y aplatit. Épiderme qui pointement, la poésie c'est odorant. La poésie c'est une odeur. Et les autres ils le voient, et les autres ils le sentent. Ouh là là, ça pue la poésie par ici quand ils te voient. Et après c'est sérieux parce que la poésie ça reste sous la peau. Parce qu'après on croit plus aux douches. C'est superficiel la douche, ce qui reste après une douche, bah, c'est la poésie. Et comment on s'en débarrasse? Mais d'ailleurs, mais tu veux t'en débarrasser ou pas en fait? Où j'en étais? Ah oui, petit corps. Petit corps qui prend cher pour un sale poème, pour un bon gros sale poème. Parfois, faire un poème, c'est comme faire les poubelles. Ouais. Parfois, faire un poème, c'est faire les poubelles. Ça schlingue la poésie. En vrai, ça sent, hein, c'est pas neutre. Et la différence avec les gens normaux, c'est que les poétesses, elles se bouchent pas le nose. Les poétesses, elles ouvrent grand les narines, comme ça, deux grandes narines ouvertes aux éléments pour sentir l'air poissonneux de la vérité poétique qui existe et qui demande qu'à entrer dans les poumons. Les deux poumons, là, ça s'ouvre et ça sature. Bouffer, bouffer, bouffeuse de vie, la poétesse, bouffeuse, ça bouffe, miam, aux graisses poétesse. Femme bouffe. Grande envergure de la femme bouffe. Qui mange et qui se prend des grosses bouffées de poésie. Pas de pitié là, l'air qui pue est partout de toute façon, tu peux pas y échapper, alors autant le vouloir. Cette bouffée ébouriffante. T'as toujours été ébouriffée de toute façon, tu sais pas de quoi faire ma vieille. Femme bouffée. Femme bouffée mais pas bouffée, on te bouffe pas, c'est toi qui bouffe, qui gonfle, c'est toi qui mange, qui bouffe le papier en premier. Ta bouche est une bouffée, ta bouche une bouffée d'air. Ta bouche est une bouffée d'air. Ta bouche est une belle bouffée d'air pour les autres. Pas une petite, une grosse. Pas bouffée d'air frais, bouffée d'air pur, bien odorante la bouffée. La poésie, quand tu l'as dit, la poésie, quand ça se dit, c'est une belle grosse bouffée d'air qui pue. Une belle grosse bouffée d'air qui pue. Ça va? Vous n'avez pas trop froid? Non, parce que c'est froid aussi la poésie. C'est du froid dans le cœur en permanence. Dans le cœur, dans le buste. Le cœur et le buste. Et le buste, il gèle. Pour de la poésie blanche, poésie vert. Un tas de flocons de poésie dans le cœur. Vous voyez? Des flocons froids, des froids flocons dans le paysage intérieur. Des mots qui te tapissent le plexus de neiges éternelles. En même temps, ça le rafraîchit le petit cœur. On se rafraîchit le cœur pour de la poésie bien fraîche, bien fraîchement sortie du cœur. Là, hop, ça y est, tu viens de comprendre. Faut pas que tu t'habilles en fait. Voilà, c'est ça, pas de vêtements chauds, ni de chauds vêtements. Faut que tu aies froid. Pourquoi? Pour trembler le froid, trembler le poème, pour trembler les membres, tout trembler, trembler tout court, pour trembler la vie, trembler toute une vie. Rendez-vous compte, faut tenir, hein, faut pas lâcher. Hein, la poésie c'est difficile, j'aimerais vous y voir moi. Bon, pardon, où j'en étais? Ah oui, tremble. Tremblement. Bon sang, mais pourquoi faire des efforts, diriger vers une seule et même chose, ne pas trembler? Non, tremblement de terre, tremblons. La poétesse, elle doit trembler sans cesse. Pour de la poésie tremblante, non, tremblotante, une tremblote. Le poème est une tremblote. Faire poésie, c'est avoir la tremblote. La poétesse tremble tous les jours et tout le temps. C'est mouvement vital, ondulation violente de gras et de frissons, et toujours là, le froid, les dents qui clac, 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 clac. Pas d'habits, pas de vêtements, non merci, enlevez-moi tout ça. La poésie, c'est avoir froid. La poésie, c'est avoir froid très tôt et tout le temps. Pourquoi? Parce que quand t'as froid, t'es pas en repos. Donc t'es gentil, tu ouvres la baie vitrée ou tu détruis le mur, peu importe, mais tu laisses entrer le froid. Allez, ça va, ça circule, du vent, ça dégage, les mots, ça vient, ça revient, ça gèle. Oui, la poésie, c'est geler. C'est geler ta vie, c'est geler ma vie,
c'est geler la vie. Et en lécher la glace avec la langue froide, la lécher jusqu'au bout et cracher la buée dans l'air toujours aussi froid. Qu'est-ce qu'il fait froid? Alors tu dis, elle est fraîche, ma poésie. Il est frais, mon poisson poésie. Alors on te dit, ta poésie, elle est bien fraîche, wesh. Fraîche poésie pour une fraîche poétesse. Regardez comme je suis fraîche, sérieux. Mais crois pas, hein. C'est du travail, attention, hein. Cette fraîcheur, ça demande des efforts. Ça demande de vrais efforts. Pas juste d'ouvrir la fenêtre. Non, ça, tout le monde sait faire. Et de laisser la fenêtre ouverte. Et de toujours la laisser ouverte. Pas la fermer. Et surtout, le plus dur, pas sauter à travers. Non, ça faut pas, surtout pas. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque, mais la fenêtre froide, faut que ça reste comme une ouverture sur le reste. Pas plus. Faut pas sauter. Faut ouvrir au vent, plein vent, pire que le Mistral, la poésie. Vent, poésie, venteuse, poésie, ventoline de ma vie. Allez, ouvre. La poésie, elle ouvre. Une large, bien large, ouverture sur le reste. Une large, bien large, ouverture sur le reste. Et je me réveille. C'est le réveil. Et au réveil, les aiguilles roulent. Et vous vous réveillez? Non, c'est pas une question idiote. Parce que la poésie, c'est un réveil. C'est du lever. Non, c'est du debout. Debout avec le langage, debout lui aussi. Dans la chambre de la poésie, il y a un réveil. Et dans le réveil, il y a des pointes et des cercles. Des pointes et des cercles. Ça pique et ça circule. Ça pique et ça circule, le poème à la fois. Et tu te fais piquer le matin pour un petit poème. Et pas qu'un matin, tous les matins. Pourquoi? Je vous le demande, pour un petit poème qui pique. Tu te réveilles pour écrire des petits poèmes qui piquent. Bien là, ça y est, tu viens de comprendre ce que tu comprenais pas quand tu te faisais piquer. En fait, il faut se réveiller et se lever tôt, au milieu de la nuit. Là, au milieu de la nuit pour la poésie. Pas de nuit en poésie, que des matins et 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 des matins où j'en étais. Ah oui, t'as cru quoi? T'as cru que le sommeil existait quand t'étais poétesse? Non, pas de nuit, on a dit, que des réveils. Et pas n'importe quel réveil, des réveils qui piquent, que des aurores, vous comprenez? Ne dormez pas, pourquoi dormir quand on peut écrire? La poésie, c'est lutter contre les dodos des cerveaux, les dodos de la pensée, les dodos des corps, les dodos, lutte. Garde tes yeux bien ouverts tes yeux, garde tes yeux bien ouverts ma chère, tes grands yeux noirs là, profonds, qui en ont fait frémir plus d'un, plus d'une, qui ont aussi pleuré plus d'une fois. Bah tu les sèches, parce que là c'est plus possible, et tu les gardes ouverts, merci bien. Il est tard, on s'en fiche. La nuit avance, on s'en fiche. Avance la nuit. Vas-y, je t'attends la nuit, je te boxe la nuit. En bon type loupard, je suis putain d'éveillé, la poésie c'est veiller. Une petite veillée? Non, une grosse veillée. Avec tous les amis autour, et l'amour, dès le réveil là. T'as peu dormi? D'accord, mais bim dès la sonnerie, dring, l'amour et la poésie. Est-ce que c'est ça être poétesse? S'éveiller avec tout le monde. Allez, dring, ça sonne. Pour une bien bonne poésie au petit-déj, tu l'engloutis là. Allez, engloutis-moi ça au réveil direct. Avec la lumière des carreaux du réveil. Est-ce que tout le monde ici balbutie autant que moi? Parce que là, la bouche, elle balbutie fort, à fond la caisse. Est-ce que c'est ça être poétesse? Balbutier à fond de balle. Et laisser balbutier. Pas chercher à parler mieux, ou plutôt pas chercher à parler tout court en fait. Ouais, c'est ça. Pas parler. De toute façon, je sais pas parler avec mon accent de plouc, de ploucasse, de plouquette. Ne parle pas, n'écris pas. Être poétesse, c'est balbutier. Juste balbutie. Mais balbutie juste. Tu balbuties tous les jours dans le jardin près des bulbes. Le poème, c'est un bulbe. Ça y est, tu viens de comprendre la lettre B. Eh ben courage ma vieille, la suite est longue. Ah, t'as jamais su parler, tu viens tout juste de comprendre que c'était pas grave. C'est trop bien. La poésie, ça parle pas, ça bulbe. Beau bulbe, la poésie, état balbutiant de la langue. La poésie, ça parle pas,
ça bègue, ça bègue. Où j'en étais? Ah oui, ta bouche. Ta bouche. Ta bouche puissante se démène, se malmène toute seule. La poésie, ça la fait jouer, ta bouche. Ça la fait faire des trucs qu'elle aurait jamais fait autrement, ta bouche. Bouche balbutiante. Par exemple, j'aurais jamais dit autant de fois balbutiant sans la poésie. La poésie, ça peut la faire n'importe quoi à ta bouche. Un jardin de bulbes balbutiants dedans qui balbutie sec, sec et dur, dur. Et les poétesses, elles font des trucs avec leur langue quand elles vous disent des poèmes, vous imaginez même pas. Rendre élastique la bouche balbutiante, la bouche bulbe. T'es une grande femme bulbe dans le grand jardin de la vie, dans le grand jardin des gens aussi, parce que c'est à eux, elles, que tu parles, c'est à vous que je parle, vous aussi. Vous êtes des petits bulbes. Arrêtez d'essayer de parler. La poésie, c'est pas parler. Et les bulbes, ils vont rester bulbes, des petits poèmes en bulbes, des petits bulbichous de poèmes. Pas pousser, pas pousser, non. Ton poème, c'est un bon petit bulbe au sol. Un bon petit bulbe au sol. Écrire la poésie, c'est avoir des petits points serrés. Tu te vois là, tu es sur ta feuille, tu tiens ton stylo avec ton petit point serré et le rebord du bureau avec ton autre petit point serré, le deuxième. Tout chez toi est un petit point serré. Et sur la feuille, parfois, tu mets des petits points serrés. T'en mets pas souvent, 3 petits points serrés. Mais tes 2 petits points serrés, ils y sont. Dans chaque virgule, chaque lettre, chaque point. Tes petits points serrés, angoissés, minuscules et gros à la fois. Ces petits points serrés. Parce que s'il y en a un qui s'approche... Châtaigne, pardon. Ah oui, où j'en étais. Ah oui, t'as pas de main, t'as juste 2 petits points serrés. Ils sont passés où tes doigts? On dirait que t'en as pas. Et ton pouce et ton index, pas là. Tu défies les lois de l'anatomie, dis donc, c'est quoi cette main? C'est une main de poétesse. Après la poésie, t'as plus le même corps. Et ces mains, en forme de petits points serrés, elles sont dans chaque majuscule du texte, dans chaque minuscule. Et toi, t'as plus les mêmes mains. Tu regardes tes mains, c'est plus les mêmes après avoir écrit tous ces poèmes, toute cette poésie-là. Ça vous change un corps. Et la poétesse, elle n'a pas le même corps. Et regardez son corps, il pense poésie, pense si fort, alors il a pris la forme de la poésie, de sa poésie, parfois de jeter, parfois au-delà de l'ordinaire, cette forme féminine, masculine, animale, végétale, minérale, neutre et fluide. Forme qui bouge tout le temps, qui se transmute, permute et mute, qui pousse, fait rhizome grâce au fumier poétique, effrayante, un peu monstrueuse, la forme, difforme. Quand c'est difforme, le corps poétique de la poétesse, passe plus les portes. Passe plus les portes, la poétesse, avec sa forme mutante et irrémédiable. Sa forme mutante et irrémédiable. Toute bonne poésie commence par fendre. Fendre l'air, la roche et le temps. Poème fente, mais parce que femme d'art. Si poème fente, alors il faut le dard pour créer la fente. Et toi, tu l'as, poétesse. You got it, ton gros dard. Les humains se demandent, mais comment c'est possible? Elle a un dard, cette poétesse? Un gros dard dans la fente de la vie. Et une grosse fente dans le dard de la vie aussi, parce que t'as tout. Et le dard et la fente et le dard. Fente puissante qui engouffre, qui va vers l'avant. Belle homme fente, poème qui va vers l'avant pour engloutir le monde. T'as cru quoi? Que la fente, elle attendait sagement? Non, elle avance, elle engouffre. Où j'en étais? Ah oui. La fente fendille la galaxie. La poésie, c'est une grosse brèche dans ta routine. Brèche, rêche, rien que pour toi. Engouffre-toi. Tu es le membre et le trou et le membre. Fente qui fendille fort, tranche grand, tranche fort. Elle fait des trachéos. Elle se fait des trachéos à elle-même. La poétesse fait des trachéos sans diplôme et personne ne dit rien. Même pas vous. La chirurgienne de sa propre gorge, de sa propre parole. Son poème,
une incision. Son poème, interstice de bistouri, devient crevasse qui donne de l'espace. Crevasse qui laisse apparaître les racines nourries du fumier que tu leur donnes. Une crevasse qui crève pas. Une crevasse qui vit, sombre, à l'abri. Une grosse crevasse bien profonde. Une grosse crevasse bien profonde. Mais parfois, simple. La poésie aussi. Comme un manteau que j'enfile. Elle file, file, file la poésie dans le vent vite. Mais attention, il ne faut pas filer droit. Pas filer droit. En fait, l'expression file droit, tu peux te l'arranger, merci, au revoir. La poésie, elle file. Elle file vers le filant pour de petits poèmes effilés qui se défilent quand tu veux les choper. Tu peux pas choper la poésie, tu crois quoi? Si tu parviens à choper la poésie, c'est que c'est pas de la poésie. Et comme c'est bon, un petit poème qui file, t'as pas le temps de l'enlacer, de le toucher, de l'appréhender, qui est déjà filé. Faut le laisser filer. Comme c'est bon cette frustration. La poésie, ça file. La poésie, ça fait fi. Fiche-toi de tout, poétesse. Fiche-toi de tout. Tu m'entends? Et dégage, sors, pars, va, décampe, déménage, fonce, file, défile-toi, reste pas. Si on te demande, t'es pas resté. Si on te demande, t'es pas là. T'es dans le poème. Pense qu'à toi, poétesse. Toi, tu files, tu te casses. Défile-toi, ne défile pas. File, casse-toi, mais file pas. Le pull du mari, file la métaphore, file du mauvais coton. Du mauvais coton pas cher. Où j'en étais. Ah ouais, faut filer. Tu viens de comprendre? C'est très bien de filer du mauvais coton pas cher et de filer à longueur de temps, de filer continuellement. De partir. C'est normal. Pas de poésie si tu restes. Ne reste pas. Ne reste pas, file. Fiche le camp. Tu t'en fiches, file ma fille. Est-ce que c'est ça la poésie? Quand ça décampe. Ça décampe quand? Quand ça décante, décale. Allez, on bouge, on décale. Et campe. Fais du camping sur la langue, ouais. La poésie, c'est faire du camping sur la langue toute sa vie. Décante vers le haut. Et plante dans le sol ta tente. Campe en solo. Décampe d'ici bas et décompte les étoiles filantes. Décompte les étoiles filantes. Filantes comme toi. Les étoiles filantes comme toi. Merci beaucoup. Le micro, il y a eu un petit... oui, voilà, donc j'ai alterné un petit peu. Voilà. J'espère que ça allait. Ouais. Je savais pas trop quoi faire. On va déplacer le micro. Moi, je vais essayer de faire ce micro. Ouais. Bravo. Merci. Ouais. Alors, ouais. Ouais. Oui, non. Je pense que je vais essayer de dire sans micro. Je crois que ça va aller. Moi aussi, j'ai apporté une sorte d'objet totem. Habituellement, j'apporte des huîtres. Mais là, je passe pas trop la région, alors j'ai apporté des amandes. Je les mets là. Même un casse noisette. On pourra les manger ensemble après. Et donc, je vais vous lire des extraits de Écrire un avis. Donc, ce livre. Et Hortense, tu viens de dire que la poésie, ça a modifié les corps. Je ne sais pas si je cite correctement. Je peux témoigner, effectivement, pour écrire ce livre, j'ai dû prendre à peu près 8 kilos. Écrire un avis. Taille express,
33 rue Jacques Hilleret, 75 012, Paris, France. Je pourrais payer n'importe quel prix pour le pad thaï servi dans cette cantine contre 9,50 €. C'est un vrai stimulateur d'humeur, je recommande. Le Bonheur, 52 boulevard Rouget de Lille, 93 100 Montreuil, France. Il faudrait que je pense à essayer, au moins une fois. Certa, 5 rue de Lilly, 75 008, Paris, France. Le problème du brunch à volonté à 28 €, c'est que tu veux en avoir pour ton argent et que tu te sens un peu obligé de te resservir une part de quiche maison, même si c'est pas bon, comme si la quantité avait le pouvoir de compenser la qualité. Relais Tropical, 169 boulevard des Maréchaux, 75 020 Paris, France. Qui n'a pas connu l'immense déception de croquer dans un sandwich plein de promesses pour finalement constater qu'il s'agit juste d'un énième sandwich triste? C'est malheureusement devenu la norme depuis la démultiplication des sandwicheries, davantage préoccupées par leur marge que par la qualité de ce qu'elles servent à leurs clients, trop pressés pour manger autrement qu'en vitesse. Manger un sandwich en France, c'est trop souvent prendre le risque de la déception. Croquer dans un sandwich du Relais Tropical, chalet gastronomique mobile qui propose par ailleurs Porte des Lilas à 2 pas de la sortie du métro une belle variété de plats à emporter, ça claque. Mention spéciale pour le sandwich morue tropical proposé en 2 formats, petit 5 €, grand 7 €. Dans la baguette, morue salée, tomates, concombres, oignons crus et une belle louchée de l'incomparable sauce chien. En option, pour les clients comme moi, des piments que le chef propose avec délicatesse. Oui, mais pas de panique, on est très bien situé entre 2 hôpitaux, Robert Debré et Tenon. Si on le dose comme chez nous, c'est vrai qu'on risque de devoir vous hospitaliser pour vous mettre sous respirateur artificiel, mais je vous mets un dosage pour européen, comme on dit chez nous, ça devrait bien se passer. Tu croques et c'est dément. Cette échoppe qui se définit comme le premier resto vide créole de Paris est une adresse incontournable où même les membres du groupe Cassav venaient se restaurer après avoir mis le feu au zénith. Une fierté pour le patron qui s'y connaît en musique et dispose dans son chalet d'un système son suffisamment puissant pour ambiancer la place. Il paraît que ça se régale et que ça danse certains soirs jusqu'à tard dans la nuit. Vous êtes portugais? Non. Parce qu'on dit généralement que ce sont les Antillais et les Portugais qui aiment la morue. Les Antillais, les Portugais et moi. Brouty et Captivy, 6 rue du Surmelin, 75 020, Paris, France. En scrollant la nuit dans mon lit, je suis tombé plusieurs fois sur des inconnus essayant de m'influencer en me faisant croire que la meilleure pizza du monde était servie à Paris. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Je suis déjà tombé sur au moins 15 adresses différentes censées servir la meilleure pizza du monde à Paris et ça me saoule de les tester toutes pour essayer de déterminer qui déconne. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas servie chez Brouty et Captivy. La 4 fromages que je viens d'avaler n'est clairement pas à la hauteur. J'ai quand même réussi à vivre une expérience en l'aspergeant abondamment d'une huile qui m'a mis la bouche en feu. Je recommande l'huile piquante, pas le reste. T'as plus dedans? Babylone. 33 rue du Capitaine Dreyfus, 93 100 Montreuil, France. Après avoir passé des années à organiser l'impossibilité de me retrouver seul, ne serait-ce qu'une demi-journée, j'ai appris à me passer de tout le monde et à vivre de très bons moments avec moi-même. Je me surprends même à aimer manger dehors en solo, surtout quand c'est bon comme ce remarquable Yangou Tlou Adana servi au Babylone, que j'ai mes AirPods dans les oreilles et que tu es au bout du fil. Le chef et sa femme. 11 rue du 11 novembre, 14 000 Caen, France. Qu'est-ce qui fait qu'on entre ou non dans un restaurant? Son nom, à lui seul, peut rebuter.
Que se passerait-il si on me voyait attablé ici? C'est un restaurant dont les grandes baies vitrées donnent directement sur la rue. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre et c'est toute une crédibilité d'homme déconstruit, acquise péniblement, qui s'écroulerait dans la seconde. Par les temps qui courent, je ne suis même pas sûr que le totem d'immunité de mon appartenance à la communauté LGBTQIA+, suffirait à me protéger d'une mise au banc sans appel. Le chef et sa femme. Shin Jung, 7 rue Clapeyron, 75 008, Paris, France. Je me suis laissé aller à des épanchements sur les intrusions récurrentes et graves de ma mère dans mon espace intime, portant atteinte à mon intégrité et m'obligeant à mettre en place, adolescent, des stratégies de protection devenues avec le temps assez handicapantes dans ma vie amoureuse. En sortant, j'ai ressenti le besoin de me changer les idées et de trouver un peu de réconfort avant de retraverser Paris à vélo pour rentrer chez moi. Je l'ai trouvé chez Shin Jung, restaurant coréen, premier venu dans la rue du cabinet de ma psy, dans lequel je me suis engouffré sans réfléchir. L'odeur qui flottait dans l'air m'a aussitôt sorti du marasme de cette séance éprouvante. La galette de kimchi, délicieusement piquante, m'a redonné envie, dès les premières bouchées, de persévérer encore un peu dans l'existence. Je me suis demandé en finissant mon assiette s'il existait un endroit sur internet où écrire un avis sur sa mère. Ma pauvre mère. La Moussette, quai du Grand Port, 29 000, Douarnenez, France. 29 100, Douarnenez, France. Je dis, c'est les 1 an de mon infarctus, ça se fête, non? Fête de la survivance. Banquet partagé sur la cale ronde du Rosmer à partir de 18h30, puis DJ set de la survivance à 22h à la Moussette. Que toutes les personnes qui ont survécu à des obstacles ou qui sont heureuses de me voir en vie soient invitées. Amène ton éco-cup et un truc à partager, kiss kiss love. Ce SMS, d'une femme que je ne connaissais pas, mais que connaissait un peu celle avec qui je traînais ce jeudi-là à DZ, avait tourné sur tous les téléphones. C'était blindé, aussi bien à l'intérieur que sur la terrasse et sur le quai quand on est arrivé dans ce bar-restaurant pour fêter le fait d'être encore en vie. Il était malheureusement trop tard pour goûter la cuisine de la chef, qui se prénomme Paloma, et de sa seconde, Céline, avec qui j'avais partagé la veille une très bonne pizza aux anchois à l'éphémère, 1 rue Grivard, 29 100 Douarnenez, France, restaurant familial, chaleureux et idéal pour les budgets un peu serrés. Alors, on s'est réfugié dans l'alcool, privilégiant les triples gin tonic servis dans des éco-cups 50 centilitres pour ne pas avoir à refaire la queue tous les quarts d'heure. Dans 1 an, j'organiserai moi aussi une fête de la survivance à la Moussette. Ça fera 1 an que j'aurai miraculeusement réussi à m'extraire de cet établissement pour prendre avec mon téléphone une magnifique photo des jeux de reflets de la super lune à la surface de l'eau, sans finir noyé au fond du port. On reste en Bretagne. Boulangerie des Plomarques, 20 rue des Plomarques, 29 100 Douarnenez, France. Ce n'est pas un restaurant, mais impossible de finir dans un quelconque restaurant après être passé par la boulangerie des Plomarques, située à 2 pas des halles de Douarn et du port de pêche du Rosmer. Parmi les lichouseries proposées par Sylvie et Thierry Lucas dans leur magasin, il en est une que j'ai essayée pour le goûter et qui m'a mis complètement KO. Le Queen Amman Sipar. Le savoir-faire de Thierry, c'est lui le gardien de la recette originelle, apprise auprès de son père, et c'est lui qui les fabrique tous les jours un par un et à la main. La brochure glissée dans la boîte ne dit pas ce que fait Sylvie pendant ce temps-là, attire les foules, il y a tout le temps la queue et mieux vaut réserver pour être sûr d'être servi. Il faut dire que ce Queen Amman, littéralement gâteau au beurre, spécialité que le New York Times a qualifiée dans un article entièrement consacré à cette gourmandise emblématique de l'art culinaire finistérien, de pâtisserie la plus grasse de toute l'Europe, et particulièrement réussie. Je ne sais pas s'il respecte les proportions et méthodes d'élaboration invraisemblables qui circulent habituellement sur Internet, à savoir 40% de pâte à pain recouverte d'un mélange de 30% de beurre de micelle et de 30% de sucre, le tout replié en feuilletage et scarifié de losanges sur la surface supérieure.
mais probablement. Le miracle de cette aberration nutritionnelle se produit pendant la cuisson. Le mélange beurre-sucre suinte à travers le feuilletage en caramélisant, conférant au Queen Amman sa texture unique, fondante à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Ça tabasse. Chez Abdellac, 221 rue de Paris, 93 100, Montreuil, France. Avant de tomber en pleine nuit dans mon lit sur la vidéo virale d'un influenceur culinaire qui raconte comment un monsieur prénommé Abdellac prépare lui-même et dans ma propre rue des sortes de glace au citron qu'on appelle le créponné, je croyais que seuls les Italiens savaient vraiment faire des glaces. J'avais hâte de me réveiller pour aller dès le lendemain tester ce sorbet qui est l'une des spécialités de la tradition culinaire algérienne. Un sorbet préparé avec de vrais citrons auquel on a incorporé du blanc d'œuf monté en neige, ce qui donne à la glace sa texture onctueuse incomparable. Elles sont artisanales et vendues en cornet ou en pot à partir de 2 € seulement. J'ai goûté le sorbet créponné extraordinaire, puis je suis revenu un quart d'heure après pour goûter le sorbet au melon tout aussi extraordinaire. Il propose aussi, ça dépend des jours, les parfums vanille, petit suisse et chewing-gum, mais je ne les ai pas encore goûtés. Il y a souvent la queue à cause de la vidéo virale. J'y retournerai quand même. Pour moi, maintenant, la glace, c'est les Italiens et les Algériens. La Casa, 18 boulevard Roger de Lille, 93 100 Montreuil, France. J'ai du mal à doser depuis que je suis ici. Je me suis même retrouvé en PLS, à même le sol des toilettes, au sous-sol d'un club. Je ne supportais plus la techno qui tabassait. J'avais besoin de mourir dans un coin. J'ai cette fois décidé de faire attention. L'herbe légale vendue ici est beaucoup plus forte que celle qu'on se fait livrer en bas de chez soi en France. Les autres ont trouvé un spot au milieu des arbres pour fumer et boire quelques bières à la bouteille et à l'abri des regards. Situation troublante pour moi qui suis habitué à pouvoir boire en pleine lumière sans jamais être inquiété. Je m'écarte du groupe avec l'idée de profiter du moment et de reprendre un peu mes esprits. Nous sommes dans le parc du Mont-Royal qui surplombe la ville de Montréal. Beaucoup de personnes se sont réunies ici pour le spectacle de la ville qui s'allume. Il fait doux, le moment est magique. 2 adolescentes s'embrassent sur un plaid dans l'herbe. Je bloque sur elles, je commence à être vraiment défoncé. Soudain, qu'est-ce que j'entends ? J'entends du bruit dans une poubelle. Un bruit vraiment pas normal, comme si quelqu'un était en train de se débattre à l'intérieur. Je m'approche, pas complètement rassuré, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois la tête d'un raton laveur. Il me regarde dans les yeux, il se hisse et sort de la poubelle avec une grosse part de pizza jetée là par un touriste qui a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est la première fois que je vois un raton laveur ailleurs que sur Insta, et le premier raton laveur de ma vie mange une pizza 4 fromages en équilibre sur une poubelle. Je n'en crois pas mes yeux, il a l'air de se régaler. Rien d'étonnant quand on y pense, tout le monde adore les pizzas. Pour moi, la meilleure du monde, ça reste, jusqu'à preuve du contraire, celle qu'on mange pas loin de chez moi, à la Casa. Vous n'avez pas trop faim ? Les Tontons Nageurs, 24 avenue de Noirmoutier, 44 760, la Bernerie-en-Ré, France. Ce n'est pas toujours facile de parler d'une huître. Si on l'a sous les yeux, on peut essayer de se lancer dans une description de ses contours asymétriques, l'un de ses côtés toujours légèrement plus courbé que l'autre, ce qui ne manque pas de donner à ce mollusque bivalve au sexe indéterminé une certaine élégance. Si elle est ouverte, on peut parler de la brillance perlée ou des teintes opalescentes de l'intérieur de sa coquille qui vient trancher avec sa rugosité de surface. Si on l'a dans la bouche, on peut parler, une fois qu'on l'aura avalé, de sa texture charnue, ferme, à la fois tendre et juteuse, délicate, onctueuse. On peut dire de sa chair qu'elle est pansue et goûteuse, qu'elle fait preuve d'un bon équilibre tonique ou d'une fraîcheur océanique, qu'elle exhale des arômes marins délicats, des notes iodées, des saveurs salines, des notes de noisettes, de citron ou de concombre de mer. La grande sophistication de cette merveille de la mer passionne inlassablement ceux qui aiment les huîtres comme moi, ardemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tant s'en faut. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps un collaborateur me dire, alors que je lui entendais une en l'incitant à la goûter,
On dirait que quelqu'un s'est mouché dans un caillou. C'était à peu près ça, celle qui formait la douzaine qu'on nous a servi sur la terrasse des tontons nageurs à la Bernerie en Grès. Petite station balnéaire familiale sans grand intérêt, mais qui a l'avantage d'être accessible en train. Les restaurants de plage ont trop tendance à se reposer sur leur emplacement, posé sur le trait de côte, une baie vitrée coulissante pour jouer à fond et en toute saison de la vue imprenable, une terrasse à même le sable, quelques plaids d'Ikea pour les soirées un peu fraîches. La magie opère à tous les coups. L'affluence est là, en cuisine on se relâche et on finit par se croire dispensé du minimum. J'ai déjà parlé des huîtres qui devaient avoir séjourné un peu trop longtemps au fond de la chambre froide, incapables de s'en remettre, désespérément flasques et mornes. Le bulot n'était pas mieux, mal cuit, baveux, servi glacé dans un bol de cantine scolaire. La mayonnaise, triste à mourir, le pain mou, seule l'acidité vive et tonique du muscadet avec ses notes d'agrumes et ses nuances minérales a su relever le tout, mais on ne va quand même pas féliciter un restaurant de servir un bon muscadet dans la région. C'est dommage, autant de médiocrité, hors de prix qui plus est, mais ce n'est pas grave, elle laisse toute place au souvenir de la baignade magnifique qui l'a précédée. Et puis il y a l'accélération des phénomènes érosifs, l'inévitable avancée de la mer sur la terre qui finira bien par nous venger. Ah, ça c'est pas gentil. La pergola, 6 rue Vauban, 50 200 Coutances, France. On m'a dit, si tu veux perdre ton argent, va là-bas. La baie, le port, 50 590, Regnéville-sur-Mer, France. Ce restaurant qui vient de changer de propriétaire jouit d'une vue imprenable sur le plus vaste des havres du Cotentin, paysage mobile se transformant au gré des saisons et des marées, où une colonie de phoques s'est assez récemment implantée. Il n'est pas rare d'en voir 2 ou 3 sécher au soleil sur un banc de sable. Ils sont devenus la principale attraction du village, surtout le petit dernier né au printemps. J'étais en train de lire sur mon téléphone un article très détaillé sur les projections apocalyptiques liées au bouleversement climatique et aux ravages sans précédent que l'humanité va devoir affronter dans les années à venir, à moins qu'elle ne les subisse tout simplement, comme les nouveaux épisodes de suffocation vécus un peu partout dans le monde depuis le début de l'été, sauf ici, en Normandie, où le thermomètre ne dépasse pas les 13 degrés et où il pleut quasiment tout le temps depuis bientôt 10 jours, quand on m'a apporté mes moules à la crème de thym frais frites Pont-Neuf de Polenta Bio, 16,50 €. C'est une bonne idée de vouloir revisiter les traditionnels moules frites, mais là, ce que je suis en train de manger n'a vraiment que peu d'intérêt et c'est servi dans des proportions qui manquent de générosité. J'ai eu violemment envie de me lever et de réunir tout le staff du restaurant pour faire un point de crise et demander à tout le monde de bien vouloir faire un petit effort pour tâcher d'être à la hauteur de la gravité de la situation. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était, puisque les repas nous séparant de l'extinction de l'humanité semblent dorénavant compter. Faisons au moins en sorte que chacun d'entre eux soit à minima extraordinaire. Quelques-uns encore, mais je vais m'arrêter. La terrasse, 2 avenue du Passou, 50 230 à Goncoutainville, France. C'est encore en Normandie. C'est ma région de cœur. L'été est passé si vite. C'est ma dernière soirée au bord de l'eau. J'essaie de ne pas me laisser complètement envahir par la mélancolie qui a déjà noyé mon cœur. J'avais prévu de finir le demi-concombre, les courgettes du jardin de ma petite sœur et le bout de tofu lacto-fermenté qui me reste encore dans le frigo. Mais en sortant de la mer où j'ai nagé loin au point de ne plus être tout à fait sûr d'avoir la force de retrouver le bord, j'ai plutôt envie d'une pizza. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est encore un peu les vacances après tout. C'est complet à la relève, 11 avenue du Passou, 50 230 à Goncoutainville, France. Et ils ne prennent plus de commandes à emporter. Je n'ai plus le choix, ce sera coucher de soleil frites, assis sur les gros rochers de la digue. Je n'avais encore jamais vu ça. Les habitués de la terrasse font la queue avec leur propre contenant, des saladiers la plupart du temps, et commandent des parts de frites à emporter 1,70 €. Un père en prend 8, une ado qui porte les mêmes tongs à paillettes que moi, 12. Ça fait des quantités impressionnantes de frites, mais j'imagine que c'est pour partager. Devant moi, une famille nombreuse passe commande des menus sandwich steak haché et des menus sandwich merguez.
La viande est cuite au feu de bois. Une vieille dame que tout le monde veut forcer à s'asseoir, son fils, la femme de son fils, leurs 3 filles, 2 cousines aussi, tout le monde a fait son choix. Je les observe, je les écoute, ils ont tous l'air heureux de manger là et on sent que c'est un plaisir exceptionnel qu'ils s'accordent ce soir. Total, 82,60 €. La grand-mère veut absolument payer. Son fils essaie de la convaincre de partager, mais elle veut tout payer toute seule. Elle l'empêche d'accéder à la caisse avec ses béquilles en fait tomber une par terre et tend, presque en criant, sa carte au restaurateur. C'est pour moi, c'est pour moi. On ne prend pas la carte vitale, madame. Chicken Skin, 137 bis, rue de Paris, 93 100, Montreuil, France. Un menu Flaky Strips avec une portion de frites et un oasis tropical, des Crispy Tenders 10 pièces, des Spicy Wings 10 pièces, des Mozza Sticks 6 pièces, des Onion Rings et un Empire Filet Burger. Madi, j'ai lu son nom sur le badge épinglé à son polo de service, me laisse commander tout ça sans rien dire alors qu'il ne peut que se douter qu'il a face à lui un client à la dérive. J'ai du mal à comprendre que les employés polyvalents dans la restauration rapide ne soient pas sensibilisés à la reconnaissance des troubles du comportement alimentaire et formés pour avoir des réactions adaptées. Vous êtes seul? Oui, pourquoi? Monsieur, je ne peux pas vous servir tout ça. Je vais encaisser uniquement votre menu et je vous invite à composer au plus vite le numéro qui figure ici sur votre plateau. C'est un numéro vert, entièrement gratuit, qui propose un accompagnement psychologique d'urgence aux personnes qui croient, comme vous, qu'on peut combler un sentiment de vide en se remplissant déraisonnablement le ventre de nourriture. Ça vous fera donc un total de 10,50 €, s'il vous plaît. Allez, pour terminer, des restaurants pas trop loin d'ici. Dans une autre ville que j'aime beaucoup. Sur le pouce, 2 rue des Convalescents, 13 001, Marseille, France. J'adore sortir du TGV et passer un moment à regarder la ville et sa bonne mère en or avant de descendre les grandes marches de la gare Saint-Charles. Une vieille dame voilée qui monte les escaliers péniblement mais avec détermination m'adresse un grand sourire insistant. Je peux vous aider, madame? Débrouillez-vous, jeune homme, mais faites en sorte de ne jamais vieillir, c'est le conseil que je vous donne. Mon cœur se remplit d'une émotion qui pourrait le faire exploser. J'amorce la descente du boulevard d'Athènes. Dans pas longtemps, je sais que c'est une autre partie de moi qui risque d'exploser. J'ai rendez-vous autour d'un couscous plein d'amour qui est toujours servi pour un régiment, et comme d'habitude, on ne va pas pouvoir se retenir d'avaler toute la corbeille de grosses tranches de pain blanc imbibées de l'huile d'olive et de la harissa qui débarquent sur la table alors qu'on n'a encore rien commandé. Tripletta, 25 places Notre-Dame-du-Mont, 13 006, Marseille. Si je suis chez moi et que je pense un peu trop fort à ce restaurant italien et à son polpo à la pignata, un poulpe grillé, ragoût de pommes de terre, tomates, capres et olives, cette pensée suffit à déclencher chez moi une sécrétion psychique de salive, bientôt suivie, si la pensée persiste, par une sécrétion des sucs gastriques qui déclenche à son tour toute la mécanique sécrétoire de mon tube digestif, prêt à digérer, malgré les 761 km qui nous séparent, ce plat tant aimé. Merci. Merci beaucoup. Et alors j'ai commencé à écrire des avis sur des restaurants près d'ici, mais je ne vous les lis pas. Mais il y a quand même un restaurant que j'ai découvert grâce à vous deux, qui est trop bien, j'aimerais bien écrire, et que je vous recommande, qui s'appelle Pois Chiche. Pois Chiche. Merci. À Marseille, Pois Chiche? Ah non, c'est à Pois Chiche, c'est à Port-Calquier. Ouais. Merci à vous deux pour ces lectures. Je te laisse peut-être, je sais pas, l'espace de réagir. Enfin, je vous laisse peut-être un espace de réagir. Bah non, mais moi, j'étais super content que Hortense soit ici ce soir parce qu'elle fait partie des poétesses qui, vous l'avez entendu,
prolonge le geste de l'écriture par un geste de lecture, d'oralisation qui engage beaucoup de choses, la voix, le corps. Et moi, j'ai toujours été sensible à ça. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré la poésie. J'ai pas rencontré la poésie dans les livres, la poésie d'aujourd'hui, la poésie qui s'écrit aujourd'hui. Je l'ai rencontrée en allant voir des lectures. C'est comme ça que ça a commencé à m'intéresser. Et j'ai toujours gardé ce goût-là pour les écrivains, écrivaines, poétesses, poètes qui finalement sont encore en train d'écrire quand ils lisent, je dirais, un truc comme ça. Et voilà, et donc Hortense, ce livre-là, bah, je l'ai lu là, il n'y a pas longtemps, je l'ai lu il y a quelques jours, je le trouve vraiment très très intéressant. C'est un livre qui vous l'avez entendu, parle de la poésie tout en écrivant de la poésie. Il y a une espèce d'enchâssement comme ça que je trouve très intéressant. Parce que tu l'as dit, c'est un art poétique, clairement, c'est un texte programmatique et qui convoque moi une poésie qui m'intéresse, qui est une poésie chercheuse, qui malaxe la langue, la travaille, un peu comme une pâte, une matière. Et on l'a entendu là dans les extraits que tu as lus, le fait que tu convoques la question du sale immédiatement me plaît aussi. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Federman, qui est malheureusement trop peu lu en France. Parce qu'il a une histoire que je peux raconter un peu rapidement, douloureuse avec la France, parce qu'il est né à Montrouge, dans une famille juive, et il s'est fait arrêter pendant les rafles de 42, et toute sa famille a été exterminée dans des camps de concentration, à l'exception de lui, parce que sa mère l'a caché dans un placard en lui disant simplement chut. C'est le titre de l'un de ses livres, magnifique livre, très drôle. C'est quelqu'un qui a toujours parlé de cette histoire tragique, mais avec un humour incroyable. Et il disait un truc qui m'a toujours frappé. Il disait, mais moi, au fond, ça ne m'intéresse pas d'écrire des belles lettres. Et moi, j'écris des moches lettres. Et je sais pas, la formule, bon, c'est une blague, mais c'est pas qu'une blague. Et au fond, ce texte, qui est, je l'ai déjà dit, mais je pense programmatique, peut-être qui ouvre quelque chose, quoi, qui en appelle plein d'autres, puisque tu proposes des sortes de définitions de la poésie, etc. Et maintenant, on a envie de les voir en application, même si elles sont déjà en application alors à l'intérieur de ce recueil. Mais moi, cette question du sale, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et puis aussi la manière dont tu travailles la question de la nature, de la campagne, etc. C'est très présent dans ton travail. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'étais tout le temps appliqué à, au contraire, effacer, gommer de mon ADN la campagne, alors que j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi à la campagne, j'ai adoré grandir à la campagne jusqu'à un certain âge. Mais quand j'étais petit et tout, je trouvais ça trop bien, tout ça. Mais après, dans ma construction et dans ma vie, et dans ce que je voulais laisser transparaître de qui j'étais, la campagne n'avait aucune place. Mais vraiment. C'était, pour moi, je sais pas, c'était impossible, quoi. Enfin, je sais pas, fallait que je m'en affranchisse, quoi. Fallait que mais, et donc, moi, c'est plus la ville. Mais quand je te lis, je trouve que c'est super intéressant cette manière de convoquer la nature, etc. Puis on sent que tu as une relation puissante avec. Et je pense que je l'ai aussi. Et je trouve que, je sais pas, cette lecture a régénéré chez moi un imaginaire de la campagne et tout ça, même si dans certains de mes livres, le motif végétal est présent de manière très marquée dans à la française, mais c'est une histoire justement de jardin à la française. Donc, les jardins à la française, c'est la nature qui est ultra contrainte, ultra dominée, ultra maîtrisée. Mais dans ce que tu nous as lu aussi, il y a
un aspect géographique aussi, bon, plus le territoire que la campagne, effectivement. Campagne qui est déjà, d'ailleurs, un mot que j'aime pas vraiment, mais je sais que... et j'ai l'impression, et d'ailleurs, tu vois, fumier, cette évocation du fumier, en fait, moi, un des premiers souvenirs que j'ai toujours dit, justement, il y a de l'urbain dans la campagne et du rural, enfin, de la campagne dans la ville, en fait. Il y a toujours ces végétaux qui poussent entre les trottoirs, il y a des oiseaux, il y a plein de choses, des insectes. Et il y a beaucoup d'urbain. Moi, mes souvenirs, justement, tu parlais des tiens, d'adolescente, c'est en scooter, aller à la ville justement, la plus ville du coin. Et avec, voilà, moi, c'est vraiment cette odeur de fumier, voilà, qui accompagne la route, quoi, qui accompagne On est sur du goudron, moi, je suis sur mon scooter, donc a priori, c'est un peu urbain, tout ça. Je vais à la ville retrouver les copines, les copains, et voilà, et je sens ce fumier, quoi, je sens cette odeur de fumier qui rappelle, ok, non, là, je suis, du coup, en Aveyron, ça, et bon, quand même, aussi, on revient dans les champs quand il y a cet épandage, voilà, du fumier, et donc ce sale, voilà, le fumier, c'est les excréments et l'urine, associés quand même à du fourrage, à du végétal, qui vont permettre de fertiliser et de faire pousser ce qu'on va manger. En fait, moi, c'est vraiment le cercle qui est un motif hyper présent chez moi, et quand tu parles de cette parole en train de... oui, en train de se faire, je sais plus quels sont les mots que tu as dit, mais... Ouais, c'est une poésie qui se raconte en même temps qu'elle s'écrit, quoi. Voilà, enfin, qui ça. se pense en même temps qu'elle s'écrit. Ouais. C'est méta, quoi. Ouais, voilà, j'ai l'impression d'être dans ce cercle-là. Et donc, et juste pour finir sur ce sale, et je pensais quand même beaucoup aussi à l'expression faire du sale, aussi, qui peut se retrouver dans d'autres arts, quoi, d'autres domaines. Et en même temps, je me suis dit que c'était aussi un peu, en quelque sorte aussi, un ego trip. Et donc, il y a les deux sens de faire du sale, voilà. Faire du sale, c'est faire des choses illégales, quoi. Ouais. Des mauvaises choses. Ouais, et que ça va être quand même valorisé, ça va être dans un domaine valorisé. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Puis de toute façon, voilà, comme j'ai dit un peu au début, j'aime bien prendre les choses un petit peu, voilà, considérées comme pas trop aimables, et les écrire. Et donc les moches lettres, c'est super beau, c'est merci. Les moches lettres. Et aussi, moi je pense je l'ai lu après avoir écrit ça, le mot de Genet qui dit si mon poème est sale, c'est parce que les autres sont propres, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, qui me plaît beaucoup aussi. Aux prémices de ces textes, moi je suis assez curieuse de savoir en fait ce qui vous inspire et ce qui déclenche un geste poétique. Par exemple, ces avis, tu parlais de la comparaison, enfin voilà, des avis qu'on lit dans TripAdvisor, enfin, tu y vois quelque chose de poétique. Qu'est-ce qui, dans vos observations du quotidien, dans vos... Je réponds d'abord. Je crois que c'est quelque chose que fait la poésie que j'aime beaucoup, c'est réinvestir des endroits dont nous sommes privés. L'endroit des avis où on laisse des avis sur les restaurants, en général, c'est pas des endroits d'écriture très élaborés, mais j'aime bien l'idée de les réinvestir, d'y retourner moi avec mon travail d'écriture, etc. Et ma première idée, c'était vraiment de les publier en ligne. Mais le problème, c'est que c'est des TripAdvisor ou Google Avis. C'est des trucs qui sont gérés par des robots. Et en fait, dès que tu digresses, tes avis, ils passent pas, quoi. Ils sont pas publiés. Donc, il y en avait certains qui passaient, d'autres pas. Donc, ça m'a énervé. Donc, je suis revenu au livre. Parce que j'aime bien quand même l'idée que moi, mon travail d'écriture, il finit dans des livres, mais pas toujours. Et c'est pas toujours sa destination première. Mais j'ai quand même une histoire à raconter autour des avis. Et comment tout ça est arrivé. En fait, il se trouve qu'à Caen, j'allais tout le temps dans un restaurant qui était un peu ma cantine. Donc Caen, c'est en Normandie. Et j'allais dans un restaurant chinois qui s'appelle Gangshu. Il est dans le livre. Et en fait, c'était hyper bon et pas cher. La cuisine du sud-est de la Chine,
plutôt des soupes, soupes de nouilles et tout ça. Hyper bon, trop bien. Donc j'y allais tout le temps, c'était comme une extension de chez moi. Et à force de fil en aiguille, on a lié une amitié avec la femme qui s'occupait de ce lieu, qui faisait tout toute seule. Cuisiner, servir, encaisser, débarrasser, faire la vaisselle. Elle faisait tout toute seule. Mais elle avait des manières de faire un peu dingues. Par exemple, elle parlait pas très bien français. Mais par exemple, elle disait, il n'y a plus de place, tu dégages. Et les gens, ils étaient hallucinés, quoi. Et en fait, j'ai commencé, comme je la voyais faire et tout, puis qu'on s'entendait bien et tout, j'ai commencé à regarder ce que les gens écrivaient sur elle. Et là, c'était hallucinant. Il y avait genre une vraie battle, quoi. Il y avait les gens qui adoraient sa cuisine, qui la trouvaient héroïque parce qu'elle faisait tout toute seule. Et il y avait d'autres gens qui écrivaient mais des horreurs, quoi, en disant mais comment on peut être servi comme ça? C'est vrai qu'on franchement elle exagère ça. Mais un jour elle cherchait un autre lieu pour s'agrandir un peu et on lui avait trouvé on lui avait trouvé un nouveau restaurant où elle s'est installée, où elle a continué son activité. Mais le seul fait qu'on l'ait aidée, ça a encore modifié complètement la relation qu'on avait avec elle. Là, on ne payait plus jamais. Impossible de payer. C'était pas possible. Elle nous donnait tout le temps des sacs, il y avait des bouteilles de champagne à l'intérieur, tout ça. Mais à tel point que c'était trop chiant d'aller chez elle. Et on lui disait, mais non, mais arrête, tu t'arrêtes de nous faire des cadeaux, c'est pas possible. C'est pas possible, sinon on vient plus de toute façon. Et elle dit, d'accord, mais j'aimerais bien vous emmener dans mon village, en Chine. C'est une chinoise, c'est une vraie chinoise. Même si elle vit en France depuis longtemps maintenant. Mais donc, je sais pas, on dit, bah ouais, d'accord, on va aller dans ton village. Et en fait, on est allé avec elle un mois en Chine, dans son village, mais son village, c'est pas du tout un village, c'est Shenzhen, c'est une ville où il y a, je sais plus, 12 millions d'habitants. Définition du village. Et le premier repas qu'on a mangé là-bas, je me rappelle, on a fait que manger pendant un mois, c'était horrible. C'est hyper bon, moi j'adore la cuisine chinoise, je trouve que c'est vraiment l'une des gastronomies qui m'intéresse beaucoup, qui a pas bonne presse en France. Souvent on dit que la cuisine chinoise et tout, mais ça c'est les Français racontent n'importe quoi sur la restauration, je trouve. La cuisine chinoise c'est extraordinaire, c'est une tradition ancestrale, très puissante, et puis en plus il y a eu... comme vous le savez, en Chine, beaucoup de choses qui ont été effacées, cassées des cultures anciennes, mais pour le coup, la cuisine est restée un endroit où des traditions ont pu transiter, même si en Chine, pendant la révolution culturelle, on empêchait les gens de cuisiner chez eux. C'était que des cantines collectives, donc on venait leur prendre les ustensiles pour les empêcher de cuisiner la cuisine domestique chez soi. Et le premier repas, je me rappellerai toujours, c'était incroyable. Elle nous avait invités dans un restaurant, et dans les restaurants chinois, souvent il y a des salles qu'on peut privatiser, et le but du jeu c'est de montrer qu'on a de l'argent, qu'on a plein d'argent, et donc c'est l'opulence. Donc des plats qui arrivent, plein de trucs, ça déborde de partout, et en haut trône un gigantesque homard. Et en fait, à la place des yeux, il a des LED clignotantes. Oh non! Et il tourne comme ça. Et là, je me suis dit, wow, ça va être génial. Ça va être génial. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, en lisant les avis, je me suis dit, mais en fait, les avis, c'est trop des histoires derrière. Des gens qui racontent des histoires sur les avis. Ouais. Oui, ma femme, elle a dit ci, gna gna, en plus, elle aime pas ça. Tout, on s'en fout, je sais pas pourquoi tu racontes ça. Mais c'est un endroit où on peut écrire. Ouais. Bah, alors on écrit. Ouais, c'est un endroit d'écriture. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça, en tout cas là, dans ce que dit Yoann, ça peut être ça, le trouver le poétique, c'est aller à fond dans presque une obsession, presque, voilà, ce truc cet endroit des avis, je vais l'investir, comme tu as dit, moi j'adore ce moment-là, s'investir et investir quelque chose. Et avec toute l'étymologie ici de s'en draper, quoi, voilà. Là, à partir de maintenant, je ne vois que ça, et donc je trouve génial le homard avec les LED, et c'est parti, quoi. Et je vais en Chine, et voilà, quoi. Et parce qu'il y a aussi ce livre qui s'écrit en toi, quoi.
Et c'est un peu ça, c'est ouvrir un canal enfin, moi je fais presque, entre guillemets, que ça. Donc du coup, chaque jour, c'est alors qu'est-ce qui va être un peu poétique? Et je crois, ça commence un petit peu à être sûr maintenant que j'ai ce qu'on peut appeler un déficit d'inhibition latente. C'est-à-dire que j'ai du mal à trier les informations, que je mets un peu toutes les informations au même plan. Et du coup, en fait, ça décuple mon attention aux choses et que du coup, tout ce qui va m'arriver peut être une potentielle matière. Voilà, justement, ça c'est un mot que j'adore aussi. Une matière à malaxer, poétique. Et du coup, ça va voilà, se vers moi, là, et puis créer des mots. Pas encore peut-être du poème, mais en tout cas, voilà, des mots. Il y a ça très fort dans vos deux pratiques, dans vos deux écritures. La question du corps, elle est partout, tout le temps. Et en effet, il y a... donc tu parles d'obsession et c'est hyper intéressant. Et peut-être cette contradiction entre une pensée, une réflexion profonde qui vient vraiment creuser et le corps en mouvement et raconter ce corps en mouvement. Et la poésie, elle est là, dans cette intersection, elle est dans les deux. Pour moi, le corps, c'est un instrument de pensée. Pour moi, c'est ce que... On est vraiment ce qu'on éprouve tous les jours, enfin ce qu'on traverse tous les jours. Ouais, pour moi, vraiment... j'ai écrit il n'y a pas longtemps un truc j'ai des organes en moi qui sont des bouches, ils pensent être des intestins ou des poumons, n'importe quoi. Quel con. C'est des bouches. Et en fait, tout parle et tout ce qui bouge parle. Ouais, il y a vraiment un peu cette confusion presque. Et d'ailleurs, dans Bouche fumée, voilà, il y a ces grands motifs, le froid, le chaud, je vous ai pas lu, mais il y a aussi le chaud. Et je ne considère pas que c'est contradictoire, c'est parce qu'on traverse tout ça et on l'éprouve. On est vraiment, c'est vrai, dans une société maintenant qui est beaucoup dans la vision. Mais il y a plein de choses qui se passent partout. Il y a plein de sens qu'on peut appeler d'ailleurs l'interoception. Il y a l'extéroception et l'interoception qui sont aussi des sens qui peuvent s'ajouter aux 5 sens, qui est l'extéroception, la capacité à pouvoir sentir son environnement, pouvoir capter si là il y a un oiseau qui bouge, tiens là-bas il y a un gamin qui crie. Enfin voilà, on a plus ou moins développé ce sens chez les individus. Et aussi l'interoception, la capacité à par exemple, sentir ses sucs gastriques, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce petit zigouillis qu'on a, j'en sais rien, moi, sur la fesse droite, là, et qui s'en va ensuite, des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Et Bouche fumée, il y a aussi ça, quoi. Il y a tous ces petits mouvements internes et externes. Et des fois, j'aime bien dire que j'ai comme j'arrive un petit peu à mettre des lunettes, vous savez, pas infrarouges, mais des lunettes qui permettraient de voir un peu toutes les petites cellules voilà, qui bougent à l'intérieur de vous et tout. Et que parfois je perçois un peu le monde de cette manière-là, de manière kinesthésique, de manière avec le mouvement. Ah, cette soirée c'était comment? Ah, bah, c'était plutôt en forme de rond. Enfin, des fois j'ai ces perceptions-là. Et là, sa lecture, c'était vertical. Enfin, j'aime bien parler en termes de mouvement et de forme, en termes de vision du monde. Moi, je suis hyper curieuse des rituels d'écriture. Est-ce que, voilà, comment ça se passe en fait? Est-ce que tous les jours, est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que chez chacun d'entre vous, ouais, je sais pas comment... Bah moi déjà j'écris dans mon lit. J'écris pas assis, j'arrive pas, j'ai du mal avec la... Tu parlais du corps, moi je sais pas, j'ai du mal à tenir en place, rester assis à une table, je trouve ça, mais je trouve ça limite aberrant. Et donc je suis tout le temps un peu en mouvement et tout ça, et finalement le seul endroit où j'arrive à pas bouger, c'est dans mon lit. Donc j'écris dans mon lit. Et après, enfin dans mon lit ou dans plein de lits, parce que maintenant, À la main ou sur tablette? Ah, j'écris sur un ordinateur, ouais. Mais moi j'adore l'écriture manuscrite, tout ça c'est un sujet qui me passionne complètement, je suis fasciné par les écritures manuscrites. Et j'ai aussi une pratique de notation plus à la main. Donc là en fait ce que je fais c'est que je commence des carnets. J'adore les papeteries. Quand je rentre dans une papeterie, vous voyez les petits chats là, quand on les prend,
par la peau du cou, ça me met dans un état bizarre là. Vous voyez? Bah, moi ça me fait pareil dans les papeteries. Je rentre dans une papeterie et je sais pas, je peux rester des heures à regarder des carnets, des crayons et tout, n'importe quoi. Et j'en achète. Je suis très dépensier, c'est une catastrophe. Et je les commence, donc je commence avec, je dis, ouais, il est trop beau mon carnet, je vais pouvoir écrire plein de trucs dedans et tout. J'écris, je sais pas, 3 pages, et puis après je me désintéresse de mon carnet. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est nul. Moi, j'ai des carnets aussi, plein de carnets, plusieurs carnets avec vraiment, ils sont chacun a un rôle bien défini. Il y a le carnet de notes. Il y a le carnet de quand je fais des... là, il y avait quelqu'un à qui j'ai fait des stages de danse et tout, que ça me fait penser des choses, justement, le mouvement me fait penser des choses que je ne penserais pas si je faisais pas de ce mouvement-là, ces danses-là. Et du coup, là, je note ça, les carnets d'aventure, un peu les carnets de... Voilà, quand je fais justement plein de choses qui sont autres que rester assise au bureau à écrire. Il y a un carnet un peu mon anthologie personnelle, voilà, quand je lis d'autres poètes, d'autres poétesses et que j'aime ce qu'ils écrivent, et ça c'est un outil aussi de pensée. Et il y a le mini, j'ai un tout petit carnet de cette taille-là dans ma banane, j'ai une banane, et il est tout petit comme parce que je me suis rendu compte que des fois j'avais envie d'écrire un truc, j'avais mon sac à dos et que dedans il y avait le gros carnet et des stylos et qu'il fallait, rien que ça fatiguait déjà, et j'ai toujours pensé moi que l'écriture c'était raccourcir le chemin entre le cerveau et le stylo ou l'ordinateur, vraiment que ça se réduise le plus possible. Parce qu'avant que ça fasse tout ça, ce chemin, il y a plein de choses qui se passent et qui empêchent d'écrire en fait. Et les écrivains, écrivaines, et tout le monde en fait. Et beaucoup de gens qui ont envie d'écrire disent ben non, ce que je vais écrire ça va pas être intéressant. Ben voilà, je sais pas, cette pensée elle est arrivée là, bon, voilà, voilà. Et voilà, ah non, ce que j'écris ça, j'écris pas. Non, mais j'ai autre chose à faire, j'ai soif, j'ai le café, non, ça remonte. Et du coup, j'ai trouvé ce tout petit carnet où je le dégaine et j'écris le machin. Et même, voilà, juste essayer de se dire, écrire c'est écrire, et sans avoir un regard sur ce qu'on est déjà en train d'écrire, même si le jour où on écrit, ça ne nous paraît pas intéressant. Ça aussi, c'est assez magique avec les carnets. Je sais pas, tes 3 pages là, ça se trouve dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans, tu vas les réouvrir, tu vas faire oh, dis donc. Et c'est de la matière et c'est déjà une place écrite, comme ces avis qui certainement, il y en a plein qui ont 2 ans, 3 ans, qui ont 54 étoiles et c'est trop drôle et ils sont là. Et voilà, le temps aussi. Et au niveau du rituel, j'en avais pas. Et là, je suis en train d'essayer de tester voilà, le matin, ouais, vraiment. Ouais, un peu tout de suite après m'être levée. C'est phase test. Ok. Alors pour chacune de vos pratiques, dites-moi si je me trompe, mais les termes ne sont pas les mêmes. Pour Johan, tu parles souvent de poésie-action et toi de poésie queer. Si c'était un regard avec ça serait performance, je dirais. Performance, ouais. ouais. Voilà, J'avais ces 2 termes en tête. Je ne sais pas si vous vouliez expliquer cette vision-là de vos pratiques poétiques et en creusant un peu, en lisant, en fait, de ce que moi j'en comprends et de ce que j'en lis, en effet, c'est peut-être quelque chose qui se rejoint et tu viens d'y répondre par le biais de la performance et de quelque chose qui teste un peu des limites et qui a à cœur en tout cas d'aller au-delà. Ouais, et puis c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi une poésie qui ne se destine pas nécessairement au livre, c'est une poésie, ça t'arrive, je pense que ça m'arrive d'écrire. J'écris pas pour le livre, j'écris pour dire des textes, les dire d'une certaine manière. Là, je fais rien de particulier, mais parfois je fais des lectures où je convoque des objets, plein de choses, des choses simples, mais j'aime bien ça. Si tu me permets, parce que justement au début tu as parlé, voilà. Moi, par exemple, je me souviens, j'ai vu Johan en poésie action, je trouve ça assez juste parce que effectivement tu convoques des objets, peut-être plus que, on va dire, de la mise en mouvement. Tu avais pris ces petits trucs qui pétillent là qu'on met dans... Voilà, c'est ça, Frizzy Paddy, ça fait clac, 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 clac dans la bouche et tu avais mis au micro et on entend que ça convoque d'autres sens en fait. On entendait pétiller, croustiller, voilà, dans ton poème, du coup, dans ton texte, il y avait ce mot-là. Ça s'appelle Mon cœur crépite à mort. Voilà, trop beau, trop beau. Mettre en rapport un lyrisme
un lyrisme dans les mots avec ce mot de crépiter et ce bruit qu'on va entendre et cet homme sur scène qui est en train de crépiter de la bouche. Enfin voilà, ça crée tout un chemin en fait, un cheminement. Ouais. Mais je crois que c'est aussi une manière de positionner cette poésie-là contre une autre poésie. Vous savez, il y a toute une poésie qui s'intéresse au... Non, enfin bref, au... Vas-y, Valentine. Non, mais il y a une poésie, qui... Enfin, peut-être toutes les poésies s'oralisent et tout ça, se lisent à haute voix. Mais quand même, il y a une frange de poètes qui utilise vraiment la lecture, la performance comme un médium en soi et surtout un espace d'invention, quoi, un espace une couche supplémentaire d'invention, d'écriture. Et après, je crois que dans la poésie action, il y a aussi peut-être une idée d'engagement politique qui est plus ou moins marqué, mais moi, dans mon travail, il est toujours présent, des fois de manière un peu dissimulée. Dans écrire un avis, la question politique n'est pas du tout absente. En fait, ce que je fais avec ce livre, c'est une sorte de portrait de la France et de ce qu'on mange en France. Et c'est très inégalitaire ce qu'on mange. Moi, j'ai la chance d'aller au restaurant assez régulièrement, de par mon travail en partie. Mais j'oublie jamais qu'il y a plein de gens qui vont pas au restaurant. D'ailleurs, moi, je suis allé au restaurant pour la première fois de ma vie à 18 ans. J'allais jamais au restaurant, on n'allait jamais au restaurant quand j'étais petit. Et, et j'ai à cœur de terminer ce livre en parlant d'un restaurant que je connais bien, parce que je vais y éplucher des légumes quand c'est possible, qui s'appelle la Cantine des Arbustes, avec un restaurant dans le 14e arrondissement, et qui pratique des tarifs différenciés, donc selon les revenus des gens, tu ne paies pas la même chose. Les personnes les plus désargentées peuvent manger gratuitement. Les étudiants, ils paient moitié prix, et puis les gens comme nous, ils paient normal. Et c'est super bon. Et les cuisiniers qui sont là, c'est des cuisiniers en situation d'exil, réfugiés, puisque l'association qui gère ce restaurant, qui s'appelle Refugee Food, c'est une association qui accueille des réfugiés, les forme au métier de la cuisine et les accompagne dans leur insertion professionnelle. Et c'est surtout une association qui de manière déterminée, cherche à valoriser les cultures culinaires des réfugiés concernés par ces situations, qui, eux, ont des savoir-faire, etc., des pratiques de la cuisine qu'on peut... dont on peut bénéficier, quoi, tout simplement. Et en fait, ils font par exemple un festival qui s'appelle Refugee Food Festival, et ils montent des duos entre des chefs et des cuisiniers réfugiés, et ils cuisinent ensemble et on peut aller manger, etc. Et ça existe partout en France. Et c'est une association que je trouve assez formidable dans sa démarche. Et donc, je suis bénévole, je vais éplucher des légumes chez eux quand je peux, j'aime bien, c'est super. Mais la question alimentaire, elle est ultra politique. Oui. Par ailleurs, certains d'entre vous le savent, je suis en train d'écrire un autre livre sur la cuisine qui s'appelle Kit de survie, où là, la question politique est peut-être encore plus immédiatement lisible. Je crois. Ouais, et pour aussi revenir sur le truc de faire une performance poésie-action, ça aussi, c'est aussi un acte. Ça dépend dans quels endroits on le fait, mais en tout cas, moi je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit une fois: ah, je suis venue te voir parce que c'était toi, pas parce que j'aime la poésie. Voilà, cash, il me dit. Et en fait, ah, ok, j'ai pas mal aimé. Ah, d'accord, si c'est ça aussi, la poésie, d'accord, ok. Et donc, tiens, ok, ben, je vais ouvrir je vais m'y intéresser peut-être un peu plus. Et moi, c'est vrai qu'il y a ça, je n'ai pas du tout. J'ai toujours pensé, c'est un peu fou que je
je performais, j'oralisais parce qu'au fond, et je le dis un peu en bouche, mais au fond, je ne sais pas très bien maîtriser les mots. Moi, il y a toujours ce côté-là un peu chez moi, ce truc de... Je comprends pas encore bien les mots, le langage. Voilà, quand je dis, ah, t'as la lettre B, ça y est. Voilà, j'ai comme un truc, cet énorme truc qui est le langage humain, pour moi, voilà, je ne le maîtrise tellement pas que justement, c'est pour ça que je vais écrire en fait. C'est pas au contraire que. Ouais, je vais décidément le reprendre ton truc. Voilà, je maîtrise des belles lettres que je vais écrire. C'est que je ne comprends pas en fait. Donc, allez, je vais creuser, je vais écrire, je vais faire des livres, je vais creuser le langage. Voilà. Faire poésie, c'est creuser, ça commence par ça. Et, et moi, je suis assez marquée. Quand j'ai lu Novarina, c'est vrai que j'ai eu une petite révélation quand il dit que parler, c'est appeler, quoi. C'est un appel. Moi, c'est plus ça. C'est appeler, aller vers l'avant. Et donc, performer, faire de l'oralité, c'est ça. C'est appeler à la poésie, appeler les gens, appeler les mots des autres. Et oui, et c'est politique aussi. Moi, mon père, il a pas le bac. Ma mère est professeure des écoles, elle est à la retraite maintenant, mais elle a toujours dit qu'elle détestait écrire. Il y a eu ce truc un petit peu, voilà, une transmission, mais vraiment, elle dit je n'aime pas écrire, c'est fou que toi t'écrives, parce que moi je déteste. Voilà, bon. Je vais pas m'épancher plus, mais voilà, et puis le milieu agricole, paysan, où pareil, l'écrit n'est pas forcément au centre. La poésie, par contre, l'est, dans les choses, dans les gestes, dans ce qui se passe, dans ce qui se regarde, le temps qui se prend. Voilà, ça par contre, la poésie est là, c'est sûr, mais les mots, voilà, différemment. Et puis la question de l'accent, quand j'ai vécu à Paris, voilà, ça, j'ai jamais autant su que j'avais un accent que quand j'étais à Paris, bon voilà. Moi, à Sigons, les gens ils disent que j'ai un accent. Ah, bah oui. On a tous et toutes un accent. Tout est relatif. Je terminerai avec cette phrase d'Héloïse Brésillon qui signe la postface de ton livre, Hortense, et qui parle du livre comme d'un objet propre, blanc, lisse, parcouru de lignes droites, de caractères poliment imprimés sur les pages. Et donc ça revient à ce que vous disiez, c'est un objet trop sage, le livre de poésie. Il fige quelque chose en tout cas, à la différence des performances que vous pouvez donner, et de l'oralité en fait de vos textes et de la manière de les incarner. J'ai longtemps travaillé dans les archives, au milieu d'archives d'écrivains notamment, et je me souviens que il y avait un truc que je trouvais assez fascinant, c'est que beaucoup d'écrivains écrivaient à l'intérieur de leurs livres publiés, corriger, ajouter des choses. Marguerite Duras, elle faisait beaucoup ça. Et c'est l'idée que finalement un livre, ça vient clore quelque chose, ça vient fermer quelque chose, c'est un espace fermé. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée que même s'il y a un livre et même si quelque chose est clos, il va falloir le réouvrir et ce qu'on fait, ça permet ça, en fait, tout simplement déjà. Oui, mais bon, sans quand même le nier, hein, moi, c'est quand même un socle bien... Enfin voilà, moi, bien travaillé. J'aime le livre. Ouais. Moi, vraiment, je trouve... d'ailleurs, mes performances, il y a toujours quand même le squelette du texte voilà, que j'imagine comme ça, comme je vous disais, je réfléchis en forme, que j'imagine comme ça, et moi je fais ça, quoi, comme une colonne vertébrale, et puis des scolioses un peu partout. Mais après, ce que tu dis est trop intéressant, c'est clair. Mais rien que là, à chaque lecture, on fait... Et du coup, bon, on saute des fois, et c'est marrant parce que je cite aussi Marguerite qui dit qu'il faut être plus forte que ce qu'on écrit, justement. Et aussi, enfin, je sais pas toi comment tu ressens aussi, mais au moment de la période qui entoure le bouclage, le BAT d'un livre, il y a un état aussi d'être, un état d'existence qui est assez intense, ouais. Quand on corrige les virgules, les allers-retours, et ça, t'es sûr, et ça. Mais je me comprends plus, je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, il y a une espèce de chaleur voilà, autour de cette période-là, quoi. Vraiment, moi je ressens vraiment une montée, ouais, c'est ça, face à la publication, quoi. Ouais, puis c'est une déception aussi, souvent, les livres. Une déception.
Ouais, moi, Ouais. les livres, quand ils arrivent physiquement, Ah oui. D'accord. je les aime pas. Je remets du temps à les aimer, quoi. Il se passe j'ai toujours un premier moment de rejet. Je les trouve moches. Ah ouais. C'est Je vois ce bizarre, que tu mais veux c'est dire. parce que, je sais pas, tu fréquentes un texte déjà sur un écran, Ouais. tout ça. Ouais. Puis, je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est assez obsédant, tout ça. T'es tout le temps en train de truquer, je sais pas, faire tes trucs, quoi. Et d'un seul coup, le truc, ça arrive et c'est un objet, tout ça. Moi, Oui, je trouve intérieur, toujours extérieur. je trouve toujours un peu terne les livres au début. Mais après, je les réapprivoise. Oui, c'est ça. C'est une relation. C'est une relation. Et puis surtout, ce qui est trop bien avec le livre, c'est quand même que ça circule, quoi. Ouais. Moi, c'est ce truc qui m'a toujours Oui. aussi complètement fasciné. C'est après le livre, il vit sa vie de livre, en fait. Tu sais Ouais. pas où il va. Des fois, t'es là, waouh. Même des livres avec des petits tirages et tout ça, ils arrivent à trouver des. Tu sais pas comment ça se passe, ils cheminent. Tout Ouais, oui, c'est ça, ça. c'est hyper Il y a une fort. phrase magnifique d'Eri De Luca sur ça qui dit qu'ils vont vivre leur meilleure vie alors que comparé à celle de l'écrivain, quoi. Ouais. Qu'ils ont l'air, enfin, ils sont bien meilleurs, enfin, ambassadeurs de soi que juste soi. Ah, Ils sont décuplants. Si vous avez des questions, quand j'ai entendu votre texte, je pensais au slam, qui manquait de la musique et comme dit, pour des performances, c'est parfait. Surtout votre texte avec les sons, justement on entend bien les sons, les B, je sais pas, par exemple, les trucs, etc. Et on le sent très bien. Et on attend quelque part effectivement un mouvement et on attend une voix et on attend une musique. Oui, c'est très bien. Pardon. J'ai bien aimé, pour compléter un petit peu, j'ai bien aimé que vous ajoutez votre gestuelle à votre texte. Ça le complète bigrement bien. Mais j'ai quand même été étonnée parce que, peut-être parce que vous n'en avez lu qu'une partie, mais parce que j'y voyais de la douleur dans l'écriture. Vous avez froid quand vous écrivez, c'est le matin, il ne fait pas très beau, vous tremblez. Il y a tout ça. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez lu qu'une partie ou est-ce qu'il y a une partie un peu plus ensoleillée? Merci. Pour ça, j'essaie de finir par, mais parfois simple, la poésie, comme un manteau qu'on enfile. Mais effectivement, il y a un côté, ouais. En fait, c'est parti aussi de là. C'est parti de l'idée d'effort, quand même. La poésie, c'est creuser, mais la poésie, c'est ouvrir la fenêtre, mais la laisser ouverte, la poésie. C'est vrai, une espèce de chose comme ça. Parce que je crois qu'on m'avait aussi un peu dit, ah, c'est un peu... Il y a les poètes et les autres, c'est un peu naturel, comme c'est naturel qu'on avait l'âme poétique, ou pas. Non, ça peut aussi se cultiver, ce truc d'ouvrir. Et effectivement, il y a une notion donc du coup, d'épreuve, d'éprouver et endurer. Je pense à Louise Labbé aussi, je vis, je meurs, j'endure froideur enfin, c'est très mal cité, mais voilà, elle parle aussi de ça, du froid et du chaud, d'endurer, d'éprouver. Moi, je suis cette idée-là, ouais, de fait que ça traverse, ça traverse le corps, que c'est pas... C'est vrai que j'ai pas une poésie du regard, de la contemplation, de la description, et donc forcément, quand on touche à la chair, forcément, il y a une notion, voilà, il y a cette notion-là. Et je crois aussi, deuxième chose aussi, que c'est lié. Donc, comme je l'ai rapidement esquissé, peut-être que là d'où je viens, on ne parle pas trop, et que du coup, il y a une espèce de colère du silence, et du coup d'avoir envie que les gens ouvrent leur gueule. Voilà, justement pour aller dans le vocabulaire voilà, d'une certaine colère. Et que la grosse voix, on parle beaucoup des petites voix, la petite voix qu'on a, la voix de l'écrivain, l'écrivaine, mais il y a aussi la grosse voix. Et ouais, elle me semble importante. Yoann, tu parlais d'être politique. Ça me semble important aussi d'incarner une figure féminine qui est en colère
et qui utilise les mots voilà, qu'il faut pour ça, qui parle d'art. Je vous ai pas lu d'autres trucs, mais voilà, il y a d'autres vocabulaires. Voilà, ça me semble aussi important et j'ai pas envie de m'en priver, de lisser les choses. Ouais, voilà. Mais après, oui, voilà, ça crée un portrait très... et c'est comme tout, hein, tout est dans la vie nuancé. Donc non, je suis pas tout le temps, comme vous le voyez d'ailleurs, là, voilà, tout va bien. Et quand même, pour rebondir, parce que j'ai pas le temps, oui, parfois je vois les poèmes comme... presque comme en musique ou dans les grandes... les grands morceaux d'orchestre où au début on commence par la marche, ensuite il y a les sonates qui est plus ronde, ensuite il y a la montée, la descente, enfin voilà. Et j'ai ce rythme aussi un petit peu en moi qui m'habite quand j'écris. Oui, je parle d'Hortense et puis de Johan dans la même phrase en fait. Enfin, j'ai l'impression que Hortense, plus. En fait, j'ai trouvé une sorte de profondeur de vérité en fait. Quand vous écrivez, je ressens vraiment la recherche de vraiment d'une description sensation visuelle, mais comme si on plongeait. Pour le coup, c'est très visuel extérieur, mais moi j'avais l'impression de plonger de plus en plus à l'intérieur de vous et d'être vraiment dans vos entrailles, mais vraiment dans. Plus vous parlez, plus c'est comme si j'ai envie d'être. Enfin, c'est comme si c'est vous qui parlez. J'ai envie d'être vrai, j'ai envie de dire vraiment ce que je ressens, comment je suis, comment. Et vraiment, j'ai ressenti vraiment cette urgence de vérité, de crier ça. Et vraiment, c'est ce que j'ai reçu en tout cas, un vrai paysage vrai dit en fait. Et vraiment une espèce de pop-up extérieur de vraiment ce qui est. Et j'ai vraiment ressenti ça charnellement. Et c'est vrai que bon, je suis aussi sensitive et tout, mais pour le coup, vraiment, ça marche et vraiment dans le... C'est vrai, quoi. C'est vraiment cette recherche de vérité. Donc je voulais vraiment voilà, dire ça. Et pour abonder, mais quand même tout en... Et je pense à ce que tu as dit, et ça m'est cher aussi, tout en pouvant dire que c'est pas juste moi, en fait. C'est vraiment il y a une extension quand même, une espèce de... Si le paysage, comme c'est très beau, vous avez dit vrai paysage, vrai dit, c'est parce que voilà, c'est comme si j'essaie de m'étaler un peu à tout ce qui peut, je sais pas comment dire, bon voilà, un espèce de truc plus vaste, voilà, c'est ça, plus vaste, voilà, une sensation du vaste. Essayez. De crier aussi, je trouve, la permission aux autres poétesses d'être vraies et d'aller en profondeur. Ça, je l'ai reçu. Ça, il y en a plus. Enfin, elles m'ont pas attendu. Hein. Il y a vraiment plein de poétesses et poètes. Je connais pas bien. Mais trop bien, tout un monde vous attend. Et puis, Johan, si je peux me permettre, merci, parce que du coup, ça m'a musclé les icographiques. Mais vraiment tout le long. Et j'aime beaucoup le don de donner la parole à ce que tu ressens, mais à tous ces environnements, à toutes ces nationalités, à tous les niveaux. Vraiment un don et un partage dans l'humour, mais il y a vraiment quelque chose de très, très humain. Et un partage très humain. Et je trouve que vraiment ça nous ouvre, enfin moi ça m'ouvre, ça ouvre, je sais pas comment dire, socialement, humainement, et vraiment ça relie, voilà, humainement, profondément. Donc, merci pour ces belles paroles. Je suis d'accord. Oui, je rebondis un peu quand Karine a parlé de chair. Ça passe tellement par le corps que notre corps est percuté par les mots et j'ai l'impression qu'il y a des tas de choses que je ne vais pas oublier. Je veux dire, moi ça ne me demandait pas une attention pour accéder à un texte poétique, mais c'est une poésie qui, je trouve, est hyper accessible et nous traverse et du coup reste, enfin je pense va rester. Moi je pense vraiment qu'on est, ça se cuisine d'ailleurs, comme des champignons. Enfin on peut communiquer
vous avez dit le corps est percuté. Ouais, je pense que et dans ces moments-là aussi où on est en assemblée, au théâtre, voilà, partout, on est bougé par le grand mouvement, voilà, Et de ce qui se passe, quoi. Et par rapport à Johan, il y a l'histoire du rythme qui est hyper. Qui, moi, me touche aussi dans le rythme de ta lecture. Et je sais pas, je me posais la question comment ce rythme-là est arrivé. Enfin, est-ce que c'est un peu un rapport avec le rap, un peu ou pas? Non, pas vraiment, mais je dirais que tu as raison. Je pense qu'il y a toujours une recherche de rythmicité, tout ça. Et ben après, moi, je dirais que selon les livres, les projets que j'écris, le rythme n'est pas le même. Mais bon, oui, évidemment, la question du rythme, elle est assez centrale. Moi, j'aime bien les textes digressifs. Moi, j'aime bien cette idée de la digression, de la dérive, qui est peut-être aussi circulaire parfois, enfin, je sais pas trop. Mais surtout, là, peut-être ce que j'ai essayé de faire, c'est d'organiser des digressions, mais qui ne soient pas trop délayées, parce que après, une fois que tu digresses, tu peux digresser infiniment. Et donc là, un travail qui a été le mien pour l'écriture de ce livre-là, c'était d'écrire des dérives, mais courtes. D'écrire de créer la sensation d'une digression, mais en même temps, pas de fait, mes textes ils font tous 2 pages maximum, pas de grosses digressions. Mais la digression, j'adore ça, je sais pas d'où ça me vient, mais j'adore. D'ailleurs, Raymond Federman, c'est un auteur très digressif. Raymond Federman, dont je parlais tout à l'heure, que celui qui parle des moches lettres. Mais la digression, c'est quoi? C'est Emprunter un autre chemin. Ouais, c'est au fond, tu prends n'importe quoi et tu l'emmènes là où tu as envie de l'emmener et c'est parti. Je sais pas. Ça fait penser à... Il y a le décalage qui est présent aussi dans ta lecture, quoi. T'as quand même cette capacité, compétence au décalage très drôle, quoi. La question de l'humour, elle est très compliquée. Moi, c'est vrai que je travaille tout le temps l'humour. Enfin, je crois. Après, c'est difficile de dire, de s'autoproclamer drôle, mais en tout cas, je cherche ça. Mais c'est un endroit très difficile, je trouve. C'est un endroit de travail difficile parce que, pour plein de raisons. Mais des fois, j'amène de l'humour à des endroits où on n'en met pas forcément, etc. Mais je suis persuadé que ce passage par l'humour peut réveiller nos regards ou nous permettre de voir autrement. Mais des fois, ça doit être hyper précis, quoi, parce que... Sinon, ça peut être... Ouais. Et puis en plus, les époques, l'humour c'est culturel, donc l'humour c'est quelque chose de mouvant. Aujourd'hui c'est des questions qui sont très discutées. Est-ce qu'on a le droit de rire de tout, avec tout le monde, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand moi je lis et que je vous entends rire, ça me porte beaucoup. Mais c'est pour ça, est-ce que... Enfin, arrête-moi si c'est... Je peux juste... Bien sûr. Non. Et arrête-moi si c'est pas ça du tout. Mais avec la figure du clown contemporain, avec ce clown, moi, les numéros de clown extrêmement drôles où c'est juste... le type va juste vouloir s'asseoir sur une chaise et il n'y arrive pas. Voilà. Et dans sa quête tragique-comique d'un truc très simple, mais lui, il le prend très au sérieux. Et du coup, on en rit. Et en fait, à la fin, c'est nous, quoi. Et c'est le clown qui nous émeut.
Et c'est, ah ouais, ok, là, en fait, il me parle de toute l'humanité, et il n'est pas juste en train de parler de sa chaîne. C'est ce truc de genre, le con, et oh. Et vraiment, ce truc-là, et entre le poète et le clown, quoi. Bah, les clowns, je connais pas du tout, parce que... Contemporain. Ouais, mais c'est vraiment c'est un imaginaire que je connais pas du tout. Et je t'enverrai. Mais parce que je connais pas, tout simplement, mais ça m'intéresse. Par contre, il y a des cinéastes que j'adore, comme Buster Keaton, que je trouve vraiment, je m'en lasse pas, je le trouve hyper puissant, justement, parce que je sais plus comment il s'appelle, il y a un court-métrage de Buster Keaton, on le voit tomber pendant tout le court-métrage, c'est une chute en fait, mais il dévale une pente, mais qui n'a pas de fin, quoi. Et c'est que ça le film. Et tout le monde le sait, mais c'est lui qui faisait ses propres cascades, etc. Donc là, clairement, il y a une mise en jeu et même une mise en danger très forte dans ce film, et je pense dans la plupart de ces films. Et mais je sais pas, alors à la fois c'est drôle et en même temps c'est pas du tout que drôle, je trouve ça ultra poétique, tu peux te raconter énormément de choses avec ce film. Voilà. Et il y a un auteur aussi que j'adore, dont on parle pas souvent de son humour, je trouve, c'est Samuel Beckett. Samuel Beckett, pour moi, c'est un auteur très très drôle, mais souvent on le décrit pas comme étant drôle, alors que je pense qu'il est hyper drôle. Le rire, c'est sérieux. Il y a un passage auquel je pensais tout à l'heure quand tu parlais de la politique, enfin de tout l'aspect, toute la dimension politique dans tes textes. Et j'y pense maintenant aussi à ce même passage quand tu parles de l'humour. Et en fait, ce que je retrouve, je vais citer ce passage-là, dans vos deux textes, c'est vraiment ce dosage-là. Chez Johan, entre des faits, un projet poétique, une dimension et une envie de transmettre quelque chose, un message, mais de le transmettre dans quelque chose voilà, qui soit drôle aussi, qui amène à son lecteur, à sa lectrice une légèreté. Enfin, il y a vraiment ce mouvement, je trouve, assez profond que je retrouve, alors pas forcément sur la politique et l'humour chez toi aussi, mais vraiment quelque chose qui vient creuser et parler à son lecteur, voilà, vers quelque chose d'assez fin, quoi. Et donc ce passage, c'est celui-ci sur le McDo, 7 place Gambetta, Paris 20e, où en fait, ce passage, il est assez long pour le coup, il fait un peu plus de 2 pages, et tu dis, on y va pour ainsi dire jamais, mais tout a l'air plus ou moins fermé dans le quartier, on finit au McDo où on commande des menus sur les écrans tactiles géants, etc. L'expérience d'un McDo, ça fait pas vraiment envie quand on le lit, et tu finis comme ça. Les hamburgers et les frites ne sont pas inoubliables, mais on s'en tape. Manger vite et mal, c'est aussi une manière pour nous, ce soir, de nous dire que ça ne peut décidément pas être notre dernier repas. Il nous faut vivre encore. Voilà. Pour moi, beaucoup de choses sont là-dedans. Merci. Merci beaucoup. Et les livres sont pas là-dedans. Mais ça ne peut pas que 2 pages sur Mac. C'est génial. Tu vois, ouais, il y a plein de restos, McDo, 2 pages.